Tout ce qui... Alors, il faut que je fasse la phrase correcte. Ce qu'il y aura au test, il y a aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, si c'est dans le test, alors c'est aussi ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça veut dire que ce qu'il y a au test, ça inclut ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'il y a au test est plus petit, mais pas plus grand que ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous voyez, donc l'ensemble, il est plus petit que ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord ? Donc ça veut dire que théoriquement, s'il y a un exercice au test, il est aussi dans l'autre ensemble, c'est-à-dire ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord ? Donc, d'après la théorie des ensembles, vous devriez avoir 100 sur 100. Maintenant, la question, c'est est-ce que la théorie des ensembles fonctionne en première année ? Alors on verra. Mais en tous les cas, je vais tout faire pour que vous réussissiez cet examen, parce que mon but, c'est vraiment que vous compreniez ce que vous faites, vous compreniez ce que vous fassiez, plutôt, si on veut parler correctement, et que donc, vous puissiez passer à la suite en ayant les bases, mais surtout en ne perdant pas votre temps à refaire ce test 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est possible, 7, 8, 9, 10 fois. J'ai corrigé des copies de personnes qui ont fait le test 10 fois. Parce qu'ils ont passé 10 semestres pour ne pas réussir à faire les maths. Parce que c'est autorisé. En tout cas, c'était autorisé quand je suis arrivé ici. Donc ça veut dire que si on se plante une fois, on peut se recommencer une fois. Mais évidemment, après, ça ne marche plus parce qu'on est déjà dans l'année d'après. Donc on ne peut pas venir au cours parce qu'il y a un autre cours en même temps. Donc on est complètement perdu. On a oublié complètement ce que le prof a dit. C'est normal. On n'est pas des surhumains ou des dieux ou des génies. Donc, évidemment, on a tout oublié. Donc, c'est encore plus dur l'année d'après. Donc, il ne faut surtout pas se planter maintenant. Parce que là, c'est là où vous avez la chance la plus haute d'arriver à le faire. Parce que le niveau, il ne va pas diminuer. Il va être toujours au même niveau. Mais vous, votre compréhension, elle va diminuer parce que vous ne l'utilisez pas tous les jours. Tandis que maintenant, vous l'utilisez au moins une fois par semaine, si vous ne faites aucun exercice chez vous. Et si vous suivez en cours, c'est au moins 2 ou 3 heures par semaine où vous faites ça. Donc, juste un conseil, réussissez cette année. C'est pour ça qu'on va tout faire pour que vous réussissiez cette année. Voilà, ça c'est notre but. Maintenant, comment on va s'y prendre ? Alors, il va y avoir un certain nombre de questions, j'ai oublié combien. Et la première question, c'est... Voilà, c'est la suivante. Je vais la copier ici. Ouais, je vous l'ai écrit aussi sur le test blanc que je vous ai envoyé, le PDF. Hein. Donc, je vais vous le répéter encore une fois, parce que c'est quand même important. Quand vous écrivez la solution de la question, essayez de penser à la personne comme nous, qui lisons ce que vous écrivez. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de donner des points, et nous, notre but, comme je vous l'ai dit, c'est pas de vous faire recommencer l'année, au contraire, c'est de vous faire passer l'année. D'accord ? Donc, si notre but, c'était que vous ne passiez pas l'année, je vous garantis que c'est tout à fait possible, et on pourrait être sûr qu'il y ait une personne dans la classe, ou 2, peut-être 5 maximum, qui réussissent. Ça, il n'y a pas de problème, on arrive à faire. Donc, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire passer tout le monde, ou encore la majorité, à part ceux qui font rien et qui n'en ont rien à faire, ça c'est leur problème, mais ceux qui sont un peu motivés et qui veulent réussir, il faudrait qu'eux puissent passer. Donc, notre but, c'est de pouvoir vous donner des points. Donc, vous devez nous aider, nous, à vous donner des points. Comment on fait ? Alors, premièrement, on explique. C'est-à-dire, par exemple, mon fils, il est en, je ne sais jamais dans le système, il a 14 ans au lycée Hubert-Clément, et il a eu 0 à un truc parce qu'il a écrit le résultat de tête. Il n'a pas expliqué. Il a juste fait dans sa tête le calcul et il a écrit le résultat. Évidemment, le prof ne peut pas savoir s'il a copié sur le voisin, s'il a eu du chapeau ou de Dieu, d'inspiration divine ou je ne sais quoi. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Donc, même si vous pensez que vous ne comprenez rien, que vous ne savez pas, vous êtes complètement perdu. Donc déjà, premièrement, quand on fait un examen, imaginez-vous, vous lisez tout l'examen de A à Z, du début à la fin, mais pas ligne par ligne, mot pour mot, etc. Mais quand même,
vous prenez connaissance de tout et vous vous dites, ok, brièvement, première question, ok, 75% je sais faire, 25% je passe. Deuxième question, je sais faire 50%, le reste je passe. Troisième question, je sais faire 10%, ok, on verra à la fin. Quatrième question, je sais tout faire, on y va. Ok, et on commence par ce qu'on sait faire, et on le fait bien, correctement, et on réfléchit à chaque étape. Voilà, ça déjà premièrement, on choisit par quoi on commence, ça c'est hyper important. Parce qu'on ne va pas commencer par le truc le plus dur, c'est complètement débile, parce que si on n'arrive jamais à le résoudre au bout de 4 heures ou 2 heures ou 3 heures, bah, on est sorti de l'examen, on a résolu un beau problème dans notre tête peut-être, mais on n'a rien comme point écrit. D'accord? Donc ça, oui. L'examen dure combien de temps? Je ne sais plus. Je crois que c'est 2 heures, mais j'ai oublié. Mais je crois que d'après ce que j'ai écrit là comme temps de travail, c'est à peu près 2 heures. Donc il n'y a pas de grande question où il y a 3000 pages de calcul avec des trucs, avec des tiroirs, ou si vous avez le premier faux, le deuxième est faux, et le troisième est faux et tout est faux. Non, c'est jamais comme ça, tout est facile. La question B, si vous avez besoin d'un résultat, je vous donne le résultat. Pour la question C, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir déjà le résultat de B pour faire C. Donc vous inquiétez pas, il faut juste expliquer. Donc, là j'ai tout écrit en anglais, mais ça sera écrit en français et en anglais. Ça ne sert à rien de faire encore d'autres langues, on pourrait. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas difficile. Mais vous pourrez vous l'écrire en n'importe quelle langue, si vous voulez. C'est juste inutile d'utiliser du papier pour rien. Ok, donc montrer toutes les étapes clairement. Donc, supposons il y a un problème, je ne sais pas trop le résoudre. Mettons sur, je ne sais pas moi, le calcul d'erreur, c'est le premier. Bon, premier, ça va être sur le calcul d'erreur. Je ne sais plus trop exactement comment on calcule l'erreur, mais je sais que c'est relié à la différentielle totale. Bon, alors je vais au moins écrire la différentielle totale. Je vais dire, ok, la différentielle totale, c'est df égale dérivée partielle de f par rapport à x dx plus dérivée partielle de f par rapport à y dy, etc., avec toutes les différentes variables. Okay, j'écris ça. C'est déjà quelque chose qui est juste. Donc ça veut dire que nous, on voit, ah ok, il a déjà compris, ou elle a déjà compris que ça va dans cette direction. Il n'est pas complètement à côté de la plaque, il ne commence pas à écrire une expansion de Taylor, par exemple. Ok? Donc, ça, c'est important. Même si vous ne savez pas tout faire, écrivez quelque chose. Écrivez pas des trucs au hasard, mais écrivez au moins quelque chose qui a rapport. Et si vous savez l'idée, mais vous ne savez pas le faire, vous écrivez... la méthode, c'est 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça, 4, on fait ça, et vous écrivez. Okay, ça vous donne déjà quelques points. Ça ne va peut-être pas donner tous les points, mais ça va donner, je ne sais pas, peut-être un tiers des points selon ce que vous faites, ou la moitié des points même. Okay, donc, si vous savez la méthode, écrivez la méthode. Ensuite, on va vous mettre les points exacts pour chaque sous-partie. Je ne l'ai pas fait dans cet examen-là parce que ça me cassait les pieds. Mais on vous écrira tout exactement pour que vous sachiez, si je passe plus de temps là-dessus, ça va me donner 10 points. Celui-là, c'est 1 point. Ça ne vaut pas le coup que je me casse la tête d'y passer 50 ans. Okay, ensuite, il y a des points bonus, mais on verra ça après. C'est juste des questions un petit peu plus difficiles que les autres pour permettre à ceux qui sont vraiment au niveau ou meilleurs de se démarquer par rapport à la masse. Parce que sinon, si c'est trop facile, c'est pas non plus très juste. Ok. Oui, quand vous écrivez, essayez d'écrire clairement, c'est-à-dire pas avec un crayon à papier sur une feuille de papier journal. Ok. Et si vous pleurez, s'il vous plaît, pleurez en dehors de la feuille. Parce que moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais quand j'étais à Cardiff, j'ai des copies que je prenais comme ça. Je ne pouvais même pas la tenir tellement le truc était démoli. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Enfin, c'était pas génial. J'avais dû renverser le coca dessus, ou je ne sais pas. C'était illisible. Donc, en gros, essayez de rendre la chose facile à lire. C'est-à-dire que des espèces de hiéroglyphes que Champollion ne pourrait pas déchiffrer, ça ne va pas. Il faut que ce soit lisible. Et si c'est faux, ou vous pensez que c'est faux, vous faites... Vous tirez 2 traits, un trait en travers, un trait en bas, et vous réécrivez. Pas de « je commence à raturer ici, raturer là, j'écris comme ça, et après comme ça », parce que là, on n'arrive à rien à lire. Hein. Ben ça, j'ai vu, hein, j'invente pas, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous jure que corriger les copies, c'est vraiment difficile. C'est très très dur, c'est vraiment horrible. Parce qu'on a envie de donner des points, on est là, on cherche partout,
Et on n'arrive pas à trouver parce que ce n'est pas lisible et on ne peut même pas savoir si c'est écrit X, Y, T, Z, W. Donc appliquez-vous pour écrire clairement, vraiment. Je vous conseille du stylo noir sur du papier blanc. C'est le plus simple. Le contraste est grand. Et si vous ratez, vous barrez, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Ok ? C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ah oui, vous n'avez pas le droit à la calculatrice parce qu'il n'y en a pas besoin. Vous avez le droit à une feuille A4 recto verso sur laquelle vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Alors les poèmes de Rimbaud, Verlaine, Victor Hugo, ce que vous voulez, Goethe, enfin je ne sais pas, et aussi des formules que vous pensez être utiles. Ou n'importe quoi. Personne vérifie ce qu'il y a écrit dessus. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que c'est une page. Donc vraiment entièrement ce que vous voulez. Même des résultats, des méthodes d'explication, la solution de l'exercice que je fais aujourd'hui, écrite entièrement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Oui ? Non, il faut l'écrire, parce que sinon, ou le coller, ou faire ce que vous voulez, mais c'est non, on ne peut pas venir avec son petit livret, parce que sinon après, on vient avec la Bible, on vient avec l'annuaire téléphonique, enfin, voilà, c'est pas possible, il faut que ce soit une page A4, recto, verso, écrite avec n'importe quelle taille de caractère, hein. Vous pouvez utiliser taille 2 si vous voulez, l'imprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tant que vous avez même une loupe, si vous voulez lire avec, il n'y a pas de limite. Le but, c'est juste que vous surchargiez pas la tête avec des trucs qui servent à rien. Okay ? Parce qu'apprendre 350 formules par cœur, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est savoir utiliser la formule. Donc c'est pour ça que vous pourriez en fait venir avec n'importe quel livre aussi, ça ne changerait aussi rien, théoriquement. Parce que le but, c'est de savoir résoudre le problème, pas... voilà. Donc, il faut savoir chercher la formule, mais pas forcément connaître toutes les formules. Ceci dit, pour faire des calculs, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est mieux si vous savez quand même la base, parce que vous allez plus vite que celui qui doit vérifier tout le temps si log de AB, c'est log de A plus log de B, log de A sur B, log de A moins log de B, il va y passer 3 mois, alors que celui qui le sait, il va aller beaucoup plus vite, forcément. Ok, donc première question. Est-ce qu'il y a des questions sur les questions ? Ok, pas de questions. Ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est clair. Donc, question 1. Maintenant, il y a une question. Calculer. Ok. Donc, on va calculer. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur, hein. Tout ce qu'on a là, on l'a déjà fait. Il n'y a rien de super bizarre. Je vais montrer ici, sinon on ne verra pas sur l'enregistrement. Alors, premièrement, c'est une question sur le calcul d'erreur. Oui, juste, je vous dis rapidement toutes les questions. Première question, c'est calcul d'erreur. Deuxième question, c'est optimisation avec 2 variables, c'est-à-dire trouver les points critiques d'une fonction qui est un polynôme d'ordre 4 en x et y. Donc, calcul de la hessienne, calcul de l'interprétation géométrique, comportement global, il y a une question bonus avec la limite à l'infini pour ceux qui savent faire. Ensuite, question 3, c'est expansion de Taylor d'une fonction. La fonction, c'est log de 1 plus x à l'ordre 4. Et ça, c'est encore 20 points, gratuit vraiment. Question 4, c'est une équation différentielle du premier ordre avec condition initiale, qui est exactement celle qu'on a faite en cours. Donc avec équation homogène, il y a des petites questions de définition. Donc définissez ce que veut dire une équation linéaire, une équation homogène, inhomogène, linéaire, non linéaire, avec membre de droite, sans membre de droite. Vérifiez qu'une solution est une solution particulière. Trouvez la solution homogène, trouvez la solution totale. Et la question bonus, c'est trouver la limite à l'infini de la fonction. Ensuite, question 5, c'est équation différentielle du second ordre. Montrez ce que ça veut, si l'équation est linéaire ou non linéaire.
quel est le type d'équation, trouver une solution particulière, résoudre l'équation homogène, trouver la solution générale quand t tend vers plus l'infini. Et question bonus, là c'est un petit peu dur, c'est d'écrire une équation différentielle vous-même et de choisir quel problème vous résolvez avec et d'expliquer ce que veut dire l'équation. Donc c'est vraiment un truc complètement théorique avec aucun calcul, juste de l'explication pour montrer si on a compris l'idée des équations différentielles. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, considérez la résistance équivalente. Donc ça, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, en fait, on s'en fiche complètement. C'est juste deux résistances qui sont en parallèle. Donc ça ressemble à ça, en réalité. Donc, pour ceux qui font de l'électricité, ils vont être contents. On a R1, on a R2. Et la résistance équivalente à R1 et R2, c'est ce truc-là. R1, R2 sur R1 plus R2, puisque la résistance équivalente, c'est 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, quand elles sont en parallèle. Et quand elles sont en série, elles s'ajoutent. Okay? Bon, on s'en fiche, ce n'est pas de la physique, mais c'est juste pour dire d'où vient le problème. Maintenant, première question. Donc ça, c'est des questions, hein, ce n'est pas les réponses. Donc les questions, c'est calculer la différentielle totale. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour comprendre ce problème? Première chose qu'il y a à savoir, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Ça veut dire quoi? Et deuxième chose, qu'est-ce que veut dire ce terme-là? C'est tout ce qu'il faut comprendre. Si on comprend ça, on sait déjà faire cette question. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce signe-là? Donc là, je vais répéter comme si on était des bêtes et qu'on n'avait rien compris et qu'on n'avait rien fait. Hein. Donc c'est normal, je fais exprès pour que ceux qui sont un peu à la traîne puissent comprendre. Donc d sur d, c'est dérivée partielle. Donc ça, c'est la dérivée partielle. La dérivée partielle de ce qu'il y a ici par rapport à R1. Alors, un conseil, quand vous écrivez votre blabla, parce qu'évidemment, la première question, ça va être de calculer cette différentielle totale. D'ailleurs, c'est écrit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on dit, on va d'abord calculer, donc on écrit, calculons dérivée partielle de R équivalent par rapport à R1. OK. Donc, on écrit ça, et ensuite on écrit ça, c'est égal à quoi? Et maintenant, on fait doucement. On dit dérivée partielle par rapport à R1 de R équivalent. On m'a donné la formule, donc j'écris simplement R1, R2 sur R1 plus R2. OK, jusque-là, rien de transcendant. Maintenant, je me souviens. Je différencie par rapport à R1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que R2 est une, constante. Donc ce truc-là, à chaque fois que je le vois dans ma tête, je le transforme en constante. Donc là, je l'écris constante par rapport à R1. Ça veut dire que c'est indépendant de R1. Dans ma tête, je peux l'oublier, c'est une constante, comme 3, 4, pi, n'importe quoi. OK. Donc là, j'ai la dérivée d'un produit ou d'un quotient, c'est pareil. Donc la dérivée de cette chose, c'est la dérivée du numérateur, donc c'est U'. Vous préférez faire comment? U sur V ou U fois V? Puissance moins 1, parce que c'est pareil. Mais... U sur V. OK. Donc, si vous voulez, sur le côté, là, vous pouvez écrire U sur V, le tout prime, égale U prime V moins U V prime sur V carré. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un exemple de rédaction utile.
Parce que nous, quand on lit ça, on se dit, tiens, il a ou elle a recopié la formule correctement de sa feuille A4. Donc, ça veut dire qu'au moins, elle a réfléchi, cette personne, à la bonne méthode. Ça veut dire que si ici, vous écrivez un truc faux, on peut au moins avoir une chance de comprendre pourquoi c'est faux. Et donc, vous donnez des points. Alors que si vous écrivez directement ici égale, je ne sais pas moi, log de R3, qui n'a aucun rapport avec rien, ben là, on se dit, ah ben celui-là, il a rien compris du tout, donc 0. Voyez, enfin, pas 0, parce que vous avez déjà écrit ça, donc vous aurez déjà au moins un point ou deux. Hein. Mais en gros, il ne va rien se passer pour vous. Donc, si vous voulez des points, écrivez les choses que vous utilisez. Donc, ce truc-là sur le côté, c'est une bonne méthode pour nous montrer, tiens, j'ai au moins reconnu que c'était U sur V. C'est déjà pas mal. Peut-être après, je ne sais pas faire le calcul, mais au moins, j'ai reconnu. OK, donc maintenant, égal. Égal quoi ? Alors, U, c'est quoi ? U, c'est R1, R2. Donc, on peut même l'écrire, ça. U égale R1, R2. Et V égale R1 plus R2. Voilà. Si on est lent, c'est pas grave. Au moins, on écrit un truc juste, c'est déjà bien. Donc, U', c'est DR1, R2. Là, je vais juste l'écrire. Hein. DR1, R2. On ne va pas faire tout comme ça, mais voilà. Hein, sur R1. Donc, U', c'est, puisque R2, c'est une constante, on peut dire que c'est R2 dR1 sur dR1. Donc, c'est-à-dire R2. Monsieur, oui. Est-ce qu'on va le faire comme ça ? Non. C'est juste que je vous l'écris pour que déjà, un, tout le monde comprenne, et deux, que ceux qui ont peur de se tromper puissent au moins écrire ce qu'ils font. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose ? Parce que c'est possible. Je vais tellement lentement que ça peut dérouter les gens. OK, c'est bon ? Ensuite, donc, ça veut dire que ça nous donne U'. Ensuite, il nous faut V'. V', c'est quoi ? C'est quoi V déjà ? R1 sur R2. OK, donc V', c'est D sur dR1 de R1 plus R2. Donc, ça, c'est dR1 sur dR1 plus dR2 sur dR1. Et ça, c'est 0 parce que R2 est indépendant de R1. Donc, je trouve dR1 sur dR1, c'est-à-dire 1. OK, ouf, enfin, c'est fait. Donc, maintenant, U', c'est lui. V', c'est lui. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, ça sera plus rapide. Donc, U', c'est R2 fois V. V, c'est R1 plus R2. Moins UV', U, c'est R1, R2, multiplié par V' dérivé du dénominateur, c'est-à-dire 1, et le tout divisé par V au carré, et V, c'est R1 plus R2, le tout au carré. Donc, ce bazar, ça nous donne R1, R2 vont se simplifier, donc R2 carré sur R1 plus R2, le tout au carré. Voilà, et ça, c'est dR équivalent sur dR1, dérivée partielle. Alors là, à votre avis, comment on fait pour calculer dR équivalent par rapport à dR2 ? Je voudrais un petit malin ou une petite maline qui me donne cette solution de manière la plus rapide possible. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez eu l'idée. Donc, on peut écrire directement par analogie. Donc là, vous pouvez directement écrire ça comme ça. Par analogie, R1 et R2 jouent le même rôle. Donc dr équivalent sur R2, on va, à chaque fois qu'on voit R2, on remplace par R1, donc R1 au carré.
À chaque fois qu'on voit R1, on remplace par R2, donc R2, R2, on remplace par R1 au carré. Et donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a maintenant R1 à la place de R2. OK? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Tant mieux, parce que je pense que c'est correct. Alors, après, quelle est la question? And derive the linear approximation, et calculer l'approximation pour des petites erreurs. OK. OK, donc là, donc pour le test, je me rends compte que la manière que je l'ai écrite, dont je l'ai écrite, cette question est légèrement imprécise. Donc la deuxième question, c'est pour des petites perturbations. Donc maintenant, pour des petites perturbations, donc supposons delta R1 beaucoup plus petit que 1, delta R2 beaucoup plus petit que 1, écrivons delta R équivalent. Donc, tout ce que ça veut dire, en fait, cette question, c'est de comprendre que quand on a un grand delta, c'est-à-dire une variation finie, elle est presque égale à la variation infinitésimale qui est la dérivée de la différentielle totale des droits R équivalents. Voilà. Donc ça veut dire... c'est le cas quand delta R1 est beaucoup plus petit que 1 et que delta R2 est beaucoup plus petit que 1. D'accord? Donc ça veut dire qu'en réalité, on utilise une approximation linéaire de ce truc. OK? C'est pour ça qu'on a la différentielle totale. En fait, c'est parce qu'on fait une approximation... Oui? Aussi le delta R1 et le delta R2 beaucoup plus petit que 1. Le delta R il est aussi plus petit que 1 ou Oui, tant que les dérivées, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Excellente question. Donc, tant que ces trucs-là sont continus et qu'ils ne font pas des montagnes russes comme ça et des discontinuités, là, ça va aller. Ouais. Parce qu'on peut calculer la norme de DRQ, et celle-là, elle est plus petite que la somme des normes DR1, DR1, plus, ça c'est l'inégalité triangulaire, DR2, DR2. Et comme celui-là est beaucoup plus petit que 1, celui-là est beaucoup plus petit que 1, tant que celui-là est inférieur à C, et celui-là est inférieur à C, c'est-à-dire est borné, alors on a cette somme qui va être beaucoup plus petite que 1, avec un coefficient C devant, en gros. Mais ça va être toujours borné, c'est-à-dire contenu entre 0 à gauche et à droite, quelque chose de petit. Oui, c'est excellent. Ça, c'est une excellente question, par exemple. Oui. Comment on sait que delta R1 il est plus petit que 1? En fait, on suppose, on ne sait pas. Je crois que c'est dit dans l'énoncé, et si je ne l'ai pas dit, il va falloir que je change l'énoncé, parce que sinon, ce n'est pas très clair. Oui, voilà. Ce qui a écrit, c'est valide cette approximation est valide pour des petites erreurs delta R1 et delta R2. Je vais reformuler ça. OK, donc maintenant, on a... Et après la question d'après, qu'est-ce que c'est? Estimate are equivalent and the approximate uncertainty delta. OK. OK, d'accord. Ensuite, relative error and weights. OK, bon, bref. Et après, on remplace tout simplement ce machin par ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire R2, donc R2 au carré, OK. Donc R2 au carré
sur R1 plus R2, le tout au carré, multiplié par delta non, ça va pas. Oui, c'est juste mais faux. Donc voilà. Maintenant c'est juste. Delta R1 plus exactement R1 au carré sur R1 plus R2, le tout au carré delta R2. Et voilà. Ok, la question que je vous ai donnée après, je la supprimerai. Donc, la question d'après, c'était interpréter, calculer l'erreur relative et interpréter les coefficients en tant que poids. On n'en a pas parlé en cours, donc je vais simplement enlever cette question et directement aller à l'évaluation numérique. Donc ça, c'est le 1.C. Donc 1.B, bye bye. Et 1.C, évaluation numérique, on nous donne R1. Oui. Oui, donc, le problème, c'est que je n'ai pas envie de faire le calcul parce qu'il y a quelques lignes de calcul qui sont un peu, c'est pas difficile, mais un peu casse-tête, où on doit diviser, donc je vais essayer d'expliquer quand même. Oups. Donc, on doit diviser. Ce qu'on doit faire, c'est calculer l'erreur. Donc, déjà, on va encadrer ça. Après, on doit calculer l'erreur relative. Donc, l'erreur relative, ça veut dire on doit tout diviser par R équivalent. Parce que ce qu'on veut, c'est... Moi, je vais quand même l'écrire. Donc, 1B. Ce qu'on veut... C'est pas que c'est pas important, enfin c'est important, mais c'est bon. Je ne vais pas faire tout le calcul, je vais juste expliquer. Donc ça, c'est l'erreur relative. Donc ça, c'est important de savoir ce que veut dire une erreur relative. Okay. Alors pourquoi elle est relative? Parce que ce n'est pas l'erreur absolue delta R, c'est l'erreur par rapport à la valeur de R. Et ça, c'est la seule erreur qui compte, parce qu'une erreur dans le vague, de dire qu'on a une erreur de 0,2, ça n'a aucun sens, mais une erreur en pourcentage, ça a un sens. D'accord? Donc, c'est pas que la question est ridicule, c'est juste que ça fait du calcul en plus, je n'ai pas envie de le faire maintenant, et je ne vois pas l'intérêt de vous le poser au test. Donc, R équivalent, on a dit que c'était R1, R2 sur R1 plus R2. Donc, si on divise tout le bazar qu'on a là-bas, je ne sais pas comment faire pour ne pas faire le calcul. Ok, je sais ce que je vais faire. Donc là, on va diviser ce truc par R1, R2 sur R1 plus R2. Ok? Donc ça, c'est R équivalent. Alors, je ne fais pas le calcul, je vous montre juste le résultat. Ok? Donc ça, c'est un... Vous avez dans le bidule que je vous ai envoyé tout le calcul. Ok? C'est page 6. Donc, page 6 du PDF. Envoyé le 31 novembre 2025. 31 novembre, c'est juste? Non, il n'y a pas de 31 jours à novembre, donc 30 novembre. Donc 30 novembre 2025, ok, celui que j'ai envoyé hier. Signal. Alors, on divise ce truc et à la fin, on trouve quoi? On trouve delta R équivalent sur R équivalent égale R2 sur R1 plus R2 que multiplie delta R1 sur R1
plus R1 sur R1 plus, ben voilà, R2, delta R2 sur R2. Et il décide de s'allumer et s'éteindre quand il veut. Ces trucs-là, on peut dire que ça, c'est W1 et W2. Donc ça, ce sont des poids. Et ce sont des poids qui pondèrent, comme tous les poids. Ça fait des clics toutes les 2 secondes. Là, je ne sais pas quand ça va exploser. Donc, W1 sont des poids entre 0 et 1. Donc on a W1 compris entre 0 et 1. W2 compris entre 0 et 1. Et ça nous donne une idée de l'importance relative de l'erreur sur R1 et de l'erreur sur R2 sur l'erreur totale. Donc ça, c'est l'erreur relative sur R1. Et ça sur R2. Donc maintenant, on a 2 poids, W1 et W2. Le premier qui est ici, ça nous donne l'importance relative de l'erreur sur R1. Et le deuxième qui est ici, ça nous donne l'importance relative de l'erreur sur R2. Dans ce cas-là, ça va être assez similaire parce que l'expression est très symétrique. Mais il se peut que R1 et R2, dans d'autres cas, apparaissent différemment dans l'équation et ne soient pas interchangeables, auquel cas peut-être que l'une des variables sera plus importante que l'autre sur l'erreur. Okay, c'est tout à fait possible. Là, ce n'est pas le cas, mais dans le cas général, c'est tout à fait possible. Okay, donc si ça vous a un peu perturbé la tête, ce n'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je vous donnerai au test, je vous donnerai directement cette expression-là. Je vous dirai, supposons que l'erreur relative soit ça, ok? Et maintenant, calculer l'évaluation numérique, d'accord? Donc là, on va passer directement au 1C. Donc supposons ça, d'accord? Maintenant, calculer l'erreur relative en delta R équivalent. Donc, calculer delta R équivalent sur R équivalent. Et là, je vous donne des valeurs numériques, d'accord? Donc, c'est vraiment complètement inintéressant de le faire maintenant. R1 égale 100 ohms, delta R1 sur R1 égale 0,05. R2 égale 200 ohms, et delta R2 sur R2 égale 0,02. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer. On peut directement calculer R équivalent égale, blablabla, on trouve 200, ouais, non, ça on va certainement pas le laisser comme ça, donc 200 sur 3. OK. Et ensuite, les poids. Oméga 1, on trouve 2 tiers. Et oméga 2, on trouve 1 tiers. Donc, l'erreur relative, delta R équivalent sur R équivalent, égale oméga 1 fois 0,05 plus oméga 2 fois 0,02, c'est-à-dire 0,04, c'est-à-dire 4%. Et donc, delta R équivalent égale R équivalent fois 0,04 égale 2,7 ohms. Donc, l'erreur relative est de 2,7 ohms.
Bon, là, honnêtement, je n'ai pas envie de vérifier les calculs. Si j'ai fait une erreur, je suis sûr que vous la trouverez. Parce que c'est du calcul numérique, c'est vraiment inintéressant au possible. Donc, je vous laisserai le faire tout seul. Si jamais je me suis trompé, c'est tout à fait possible. Oui. J'ai des filles différents, mais je suis aussi sur quasi, mais pas exact 2,7, c'est 2,6. Ok. Ah ben oui, parce que c'est 0,04 fois 2 centières. Oui. On n'a pas de calculatrice à l'exemple. Non. Il n'y en a d'ailleurs pas besoin pour faire ça. Donc, 200 donc, fois 10 puissance 2, ça fait 4, donc ça fait 8 tiers. C'est ça, hein? Ouais, ok. Donc, ok. Bref, on a compris. Non, d'ailleurs, c'est un 6, pas un 7, mais c'est pas grave. Des calculs numériques, moi, ça me casse les pieds. Sinon, j'aurais fait la physique. Ce qui est ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Il ne faut pas oublier l'unité qui n'est pas pomme de terre, mais ohm. Ok, bravo. Donc le bonus, pour l'instant, on va laisser tomber. Ceux qui veulent le faire pourront regarder la solution. Ok, parce que ce n'est pas le but du jeu. Mais vous pouvez regarder parce qu'il y aura des choses similaires au test. Donc, juste pour dire, là, on vient de gagner 25 points. C'était un peu lent parce qu'on a été particulièrement lent, mais on vient quand même de gagner un quart. Un quart. Oui. Qu'il faudrait ? Si on n'était pas aussi lent que moi, je pense qu'il faudrait un maximum 10 minutes. Que j'allais pas inclure qui ? Le point B. Ah non, mais je redistribuerai les points ailleurs. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais pas écouté ma propre consigne, qui est de toujours donner la formule exacte. Donc, ah bah si, je l'ai donnée en fait. Ah bah oui, non, mais c'est bon. Donc, ok. Tout simplement, je vous dirai pas. Ok, la question 1B pour l'instant, c'est show that for small hours delta R machin. Donc là, ça ne sera pas show that, c'est admettez que et calculer simplement l'erreur relative. C'est tout. OK ? Ou alors je mets ça en bonus. Ouais, on verra. Enfin, je réfléchirai un peu à une technique. Vous avez utilisé la méthode avec delta Ouais. RQ sur RQ. Ouais. Mais pour calculer RQ, est-ce qu'on peut pas juste ajouter les valeurs et après on sent que notre algorithme. Et où ? Ici ? Le calcul numérique. Hein ? Est-ce que vous pouvez ouais. Encore un peu delta RQ, il est où chez nous ? Ça là ? Ça. Là, on ajoute juste là. Et que notre algorithme, c'est le même truc. Oui, mais le calculer là, directement, c'est ça ? Oui, oui, d'accord, je vois. Donc calculer delta RI EQ, là, égale blablabla ohm, avec un nombre, c'est ça ? Et c'est comme un exact truc, et ensuite RQ, R équivalent, et ensuite diviser delta R équivalent par R équivalent, mais numériquement, c'est ça ? On fait le delta truc, getal durch truc, et hop. On peut faire ça ou pas ? Oui, on peut faire ça. Oui. Ça, c'est pour le B. Oui, on peut faire ça. Oui. Tout à fait. En réalité, c'est plus simple. Mais un B, ça ne vient pas à l'examen ? Non, en tout cas, pas comme ça. Ce que je ferais, c'est que je dirais admettez que l'erreur relative s'écrit machin, et ensuite calculer l'erreur relative. Ok ? Donc je donnerai la formule et je ne parlerai pas interpréter les coefficients comme un poids parce qu'on s'en fiche. Et il y aura juste le calcul direct. Ok ?
Ok, ensuite, shorted for small relative hours. Ok, le bonus, ceux qui veulent le faire le feront. Les autres, tant pis, c'est pas très grave. Ok, question 2, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à la question 2, sinon on va pas s'en sortir. Non, mais ça va beaucoup plus vite en réalité. Hein. Là, déjà, je le fais en live, il y a des questions et tout, donc c'est pas la même chose que si on est devant l'examen et qu'on peut juste se concentrer là-dessus. Sans avoir expliqué tout à l'oral aussi, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, ok, question 2, c'est une question d'optimisation. Première question, calculer le gradient et trouver tous les points critiques pour 8 points. Alors, calculer le gradient. Donc, calculons le gradient. Donc, le gradient, c'est un vecteur. Alors, encore une fois, si on veut montrer qu'on a compris quelque chose, on dit gradient de f, c'est dérivée partielle de f par rapport à x, dérivée partielle de f par rapport à y. Et c'est un vecteur. Voilà, déjà là, si on montre ça, on a déjà des points. Ok, donc ensuite, trouver les points critiques. Donc déjà, il faut le calculer. Calculons. Dérivée partielle de f par rapport à x. Donc là, c'est dérivée partielle par rapport à x de x4 plus y4 moins 4x2 moins 4y2 plus 5. Ça veut dire, donc là, il était 11h30 à peu près. On va voir combien de temps on met. Différentiel par rapport à x. Donc 4x3, celui-là, il ne compte pas. Moins 8x, et c'est tout. Dérivée partielle par rapport à y égale d sur dy de tout ce bazar. Donc cette fois, le x compte pas. 4y3, x compte pas. Moins 8y. OK. Oui, donc celui-là, on peut même le factoriser. On peut mettre en évidence 4x. Donc 4x facteur de x2, x au carré moins 2. Et ici, on peut mettre en évidence 4y facteur de y carré moins 2. Et pourquoi on met en évidence? Parce qu'on va devoir trouver les racines de ces fonctions. D'accord? Donc là, on encadre. Ça nous donne la première dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. OK. Donc maintenant, résolvons df sur dx, xy égale 0, et, ça qui est important, hein, on veut les deux en même temps, d rond f sur d rond y de xy égale 0. Donc d'après l'équation, on peut lui donner numéro étoile 1, étoile 2. Donc d'après étoile 1 et étoile 2, on a 4x facteur de x au carré moins 2 égale 0 et 4y facteur de y carré moins 2 égale 0. Les deux en même temps. D'accord ? Donc la première équation va nous donner 4x égale 0 où x plus racine de 2 facteur de x moins racine de 2 égale 0. Et la deuxième équation va nous donner 4y égale 0 où y plus racine de 2 facteur de y moins racine de 2 égale 0. Donc la première équation nous donne x égale 0 où x égale racine de 2 où x égale moins racine de 2 et y égale 0 où y égale plus racine de 2 ou y égale moins racine de 2.
Donc vous voyez, je l'ai fait comme ça exprès, parce que maintenant, on doit trouver toutes les combinaisons. Donc là, c'est la petite chose qui est difficile. Donc la conclusion, c'est ça. Donc jusque-là, c'est pas très difficile, hein. Mais là, ça devient difficile parce que il faut à la fois ce qu'on a à gauche et ce qu'on a à droite. Okay? Donc, une manière de faire, c'est de dire, OK, je vais mettre tous les x et tous les y dans un tableau et je vais regarder toutes les possibilités. Donc, il nous faut et x égale 0. Donc, pour x égale 0, je vais vous faire le raisonnement. On pouvait juste essayer d'écouter ça et ça vous permettra de comprendre. Donc, d'abord, je fixe x égale 0 et je regarde toutes les autres possibilités. Et y égale 0 ou y égale plus racine de 2 ou y égale moins racine de 2. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre x égale 0 et ensuite y égale 0. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, je vais prendre x égale 0 et y égale racine de 2. Deuxième possibilité. X égale 0 et y égale moins racine de 2. Encore une autre possibilité. Okay? Maintenant, je vais prendre x égale racine de 2 et y égale 0. Encore une autre possibilité. Okay? Donc, il y a toutes les possibilités qui vont être ensemble. Donc, ça fait beaucoup de possibilités. Donc, le nombre de points critiques est très grand. Donc, pour savoir comment on fait, tout simplement, on met x et y. On peut les mettre comme ça, par exemple. Voilà, x, la valeur, c'est 0. Les valeurs de y, ça peut être 0, racine de 2, moins racine de 2. Et ensuite, x, ça peut être racine de 2 ou moins racine de 2. Donc là, ça nous donne tous ces points critiques. Donc le premier, c'est 0, 0. Le deuxième, 0 racine de 2. Le troisième, 0 moins racine de 2. Ensuite, racine de 2, 0. Racine de 2, racine de 2. Racine de 2, moins racine de 2. Moins racine de 2, 0. Moins racine de 2, racine de 2. Et moins racine de 2, moins racine de 2. Donc, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc, ça me fait 9 points critiques, ce qui est casse-tête. Mais ce n'est pas grave. J'ai une question sur la forme canonique. Oui. Il y a une technique pour trouver la forme canonique ou pas? Donc, qu'est-ce que vous appelez la forme canonique? X plus racine de... Quand on est passé de x au carré moins 2 à x plus... Ah, ce truc-là. Ça, c'est l'identité remarquable, tout simplement. Ça, c'est a carré moins b carré égale a plus b que multiplie a moins b. Et c'est tout. Donc, mais on n'est pas obligé, hein, on peut aussi dire... On peut aussi, si on n'aime pas les identités remarquables, je ne sais pas pourquoi, on peut dire x carré égale 2. Et ensuite, on dit x égale plus ou moins racine de 2. Et c'est exactement pareil. Donc, ça ne change pas grand-chose. OK, donc maintenant, on a les trucs, là. Et là, il est 11h39. Donc là, il nous a fallu 9 minutes pour résoudre 2A. Ensuite, 2B. Alors, la question 2B, je vais la copier là quand même, parce que ça sera plus simple. C'est là, calculer la Hessienne et classifier les points. Donc là, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas assez de points pour cette première question. Je pense qu'on pourrait en donner plus. 8 points, c'est pas cher payé. Donc je pense que j'augmenterai le nombre de points
pour cette question parce que ça vaut plus. Ok, donc calculer, ça c'est la question, hein, calculer la Hessienne, donc on vous dit exactement quoi faire. Tout le monde est clair sur la définition de cette notation fxx? Ouais. Ok. Donc, je me méfie parce qu'en fait, les gens qui sont là aujourd'hui sont en général les meilleurs. Hein, donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas là, c'est ceux qui ne vont pas comprendre. Et parce que, malheureusement, ils ne sont pas là. C'est dommage. Donc, le 2b et le déterminant d de truc à chaque point critique. Bon, ça va être vraiment du calcul. C'est pas très intéressant, je dois avouer, mais bon, il faut bien le faire. Calculer la Hessienne et la classification. Donc maintenant, là, il y a vraiment une chance d'avoir plein de points parce qu'il y a plein de dérivés à calculer. Donc, calculons fxx. Alors, fxx, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok. Calculons fxx. Donc, c'est d2f sur dx carré. On avait déjà calculé f dérivé par rapport à x une fois, dont je ne me souviens plus, évidemment. Alors, ça va être 4x au cube. Merci. Moins 8x. Donc, ça nous fait 12x carré moins 8. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est fxx. Ok, donc écrivez bien tout ce truc, hein, parce que ça vous fait des points. À chaque fois que vous calculez ça et que c'est correct, c'est des points. fyy égale d de f sur dy carré égale d sur dy de 24... non, 4, ça devait être 4y cube moins 8y, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est ça? Ouais, parce que je le fais à l'envers, j'ai la solution, je dois l'intégrer pour pouvoir retrouver ce que c'était. Ok, donc 12y carré moins 8. Ok. Et fxy, ok, donc là pareil, on encadre ça. Oui, les encadrer, ça aide, hein, parce qu'on voit les résultats intermédiaires, juste une petite note comme ça en passant. Ça aide à voir les points, les endroits importants du calcul. Donc ensuite, dérivé de... voilà, donc là par exemple, on peut faire dérivée partielle par rapport à y de fx. Et ça, c'est 0 parce que il n'y a que des x dedans. Et pareil, f de yx, c'est dérivé par rapport à x de fy. Et là, ça va être aussi 0 parce qu'on n'a que des y dans la formule de la dérivée par rapport à y. Ok, donc tout va bien. Donc maintenant, on a toutes les valeurs de la Hessienne. On a fxy, on a fyx qui, en général, est le même de toute manière puisqu'on a des fonctions qui sont suffisamment lisses. Donc, h de x et y, c'est 12x carré moins 8, 0, 0, 12y carré moins 8. Donc là aussi, j'encadre et c'est mon premier résultat. Et maintenant, on doit évaluer h à tous les 9 points critiques. Alors ça, c'est critique. Mais il faut le faire. Donc là, ça prend un peu de temps, mais c'est que du calcul vraiment pas méga dur. Allez, 11h44. Donc il nous a fallu 5 minutes pour la Hessienne. Donc déjà, il nous faut le déterminant. Déterminant de h, c'est 12x carré moins 8 facteur de 12y carré moins 8, ce qui est cool. Et on va l'évaluer maintenant. Supposons que x, y égale 0, 0. Ça, c'est le point critique P1.
Alors c'est reparti, il faut faire ça pour tous, c'est atroce. Et après c'est pas fini parce qu'il faut en plus vérifier le signe de... Voilà, donc c'est vraiment... on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On a l'impression qu'on fait de la physique là. Donc déterminant de h à 0, 0, c'est moins 8 fois moins 8, c'est-à-dire 64. Est-ce que c'est juste au moins ce que j'écris? Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Oui, ça, c'est strictement positif. Donc là, on remarque, déterminant à 0, c'est 64, c'est strictement positif. Ensuite, on calcule f, x, x en 0, 0. Ça, c'est égal à moins 8, et moins 8, c'est négatif. Donc ça veut dire que P1 est un minimum local. Pardon, maximum local, n'importe quoi. Vous aviez raison. Il faut me contredire. Hein. Si je dis n'importe quoi, il faut me le dire. C'est un maximum local. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris, si le bidule est négatif, la dérivée, en gros, elle ressemble à une parabole tournée vers le haut. Okay. Mamma mia, va falloir faire tous les autres. Ben, c'est pas grave, hein, c'est ma faute, c'est moi qui ai écrit l'examen. Hein. Donc, x, y égale plus ou moins racine de 2, 0. Alors, peut-être qu'on a de la chance et que pour les deux, les plus ou moins racine de 2, il se passe la même chose. Je pense que c'est ça, si je me souviens bien. Donc, dans ce cas-là, on a x carré égale... Ah, mais oui, voilà, ça c'est intelligent. X carré égale 2 et y égale 0. Donc vous voyez, parce que quand on regarde le déterminant qui est là, essayez de regarder parce que c'est une petite astuce qui ne marche pas tout le temps, évidemment, qui marche d'ailleurs jamais, mais là, dans ce cas-là, qui fonctionne très bien, c'est juste qu'on a le x carré, ok, et là, le déterminant ne dépend que de x carré et de y carré, pas de x et y. Donc quand on a plus ou moins racine de 2, c'est pareil en fait, parce que quand on le met au carré, ça disparaît. Donc on peut traiter tous les cas plus ou moins racine de 2 comme s'il y avait un seul cas. Compris? Compris. Ok, tout va bien. Donc maintenant on calcule le déterminant, alors il ne faut pas se tromper. Ok, c'est parti. Donc, déterminant de h à plus ou moins racine de 2, 0. 12 fois 2 moins 8, facteur de 12 fois 0 moins 8. Donc, 24 moins 8, ça fait 16. 16 que multiplie moins 8. 16 fois moins 8, moins 128. C'est bon? Oui. Moins 128. Moins 128, c'est négatif. Donc là, on encadre, parce que c'est important. Et on dit, il nous faut calculer fxx et où... oui, fxx, c'est positif, égale 12 fois t ou fxx. T'es là, 12x carré moins 8. Non, si c'est ça, non. fxx, c'est... Oui, 12x carré moins 8 égale 12 fois 2 moins 8 égale 16. 16 qui est strictement positif. Fyy, c'est 12y carré moins 8, c'est-à-dire moins 8. Moins 8, c'est inférieur à 0.
Parce qu'on a besoin de savoir le signe de fxx et le signe de fyy pour pouvoir savoir si on a un point sel ou un point ou un maximum ou un minimum. Oui. Ben, C'était aussi moins 8, on avait 0, 0, mais c'est 12 y carré moins 8, l'autre résultat aussi moins 8. On fait un. Attendez, je vérifie. Ça, c'est mon fils qui m'appelle. Oui, en fait, je crois que je vois le problème. 2 secondes.